Bien, bonsoir. Bienvenue pour ce qui est le dernier cours de l'année 2011-2012. Je vous montrerai à la fin, je vous convierai, pour ceux qui le veulent en tout cas, à participer aux matinées d'un colloque qui aura lieu le 27, le 28 et le 29 juin. Je vous donnerai le programme à la fin, qui sera un colloque d'un réseau que je coordonne sur si j'ose dire, sur la coordination des anticipations. C'est International Network on Expectational Coordination, et ça a lieu à Paris, ça aura lieu ici 2 les 3 jours. Donc vous êtes bienvenus, je vous avertis, j'en parlerai tout à l'heure quand on sera à la fin, je vous avertis tout de suite que ce sera plutôt des montées. Ce sera un colloque plus analytique que ce que je fais ici, mais qui peut vous intéresser. Donc, dans le cadre, vous serez les bienvenus. On en reparlera. La deuxième chose que je voudrais vous demander, c'est est-ce que... il faudrait que je vous donne... Je vais faire circuler une feuille de papier afin que ceux qui le souhaitent me mettent leur adresse mail, afin que je puisse continuer à communiquer avec eux dans l'intersaison. Donc je vais vous faire passer... J'espère que je l'ai bien apporté. Si ce n'est pas le cas, je le ferai à la fin. Non. Je propose de faire passer ça, vous le fassiez passer, et vous le mettez sur le... Il y a un certain nombre de feuilles, donc je crois qu'on devrait y arriver. Voilà donc... alors, que faire dans cette dernière séance? J'ai décidé, je ne sais pas si c'est la bonne idée, de revenir un tout petit peu sur un certain nombre de choses qu'on avait dites et de faire un peu une promenade aléatoire dans ce que j'ai raconté cette année, avec les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que ça vous rappellera, j'espère, des choses. Les inconvénients, ça va être un petit peu, comme j'ai dit, une promenade aléatoire. C'est-à-dire qu'on va revenir sur beaucoup de problèmes. Et si je m'en tiens aux transparents que j'ai préparés, comme il y en a 50, je ne dois pas passer plus de 1 minute, 10 secondes sur chacun d'entre eux. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est une nouvelle formule, je vous la donne. Alors, le premier transparent sur lequel je reviens, c'était lié à la première session, où on était revenu sur la crise, sur les faits, sur l'histoire des subprimes, de la suite. On avait essayé de décortiquer un petit peu ce qui s'était passé. Un certain nombre de conférenciers sont revenus là-dessus, particulièrement, si vous vous souvenez, Michel Aglietta était revenu sur la des subprimes en nous donnant toute une série d'informations extrêmement utiles sur la catégorisation des subprimes. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vous invite certainement à y revenir. Et j'avais mis en exergue ce graphique qui montrait que l'illusion dans laquelle on vivait, dans laquelle les pays développés vivaient, c'est-à-dire que depuis un certain temps, on était dans l'époque de la grande modération, il n'y avait pas eu de crise, que le sentiment dans lequel on vivait était en fait une illusion. C'est-à-dire que si vous faites, j'avais pris un graphique qui est tiré d'un travail de Rogoff et Reinhardt et Rogoff, dans lequel ils montrent la proportion des pays avec des crises bancaires, pondérés par leur poids du revenu mondial. Et vous voyez qu'à part la partie qui va de la fin de la guerre jusqu'à 1972, c'est-à-dire la fin de Bretton Woods, on a toujours eu beaucoup de fluctuations, de perturbations et de choses qui ressemblaient à des crises, même si elles ne se produisaient pas dans les pays développés. Donc la crise de 2008, c'est un peu quelque chose qui se produit chez nous, alors que les précédentes, la crise asiatique, la crise du peso, s'étaient produites ailleurs. Donc c'était un petit peu une remise en perspective de ceci. La deuxième chose où je reviens, j'avais commencé la dernière séance par un certain nombre de photos, et je vous avais montré John Maynard Keynes, dont on avait beaucoup parlé la fois dernière.
Et pour ne pas... pour malgré tout ne pas le laisser seul, j'avais ajouté 2 autres économistes majeurs du XXe siècle. Le premier, c'est Hayek, que vous voyez en haut, et le second est Joseph Schumpeter. Alors, je ne prétends pas d'ailleurs qu'il y ait une hiérarchie, que Keynes est chassé avant les autres, etc. Mais pourquoi parce que la transition, c'est que je vais essayer de reprendre ce que j'ai dit en partant de ce que j'ai appelé le modèle d'Arraud-Debreu. Je vais essayer de revenir un petit peu sur la version, très policée de la théorie économique, telle qu'elle s'est développée depuis Walras au XIXe siècle, et en essayant de montrer comment on s'en écarte lorsqu'on regarde des problèmes de plus en plus compliqués, ou comment elle cesse de nous donner des indications tout à fait fiables dès qu'on apporte certains types de problèmes, comme par exemple le marché boursier, etc. Alors naturellement, j'aurais pu... c'est effectivement ce que j'ai mis. Donc le modèle d'Arraud-Debreu, c'est ce que j'avais appelé le jardin à la française. Alors j'aurais pu vous mettre effectivement Gérard Debreu nous a quittés. C'est un Français qui a fait sa carrière aux États-Unis, mais Kenneth Arrow, j'aurais pu vous donner la photo de Kenneth Arrow. J'aurais pu même la prendre dans mon portable, puisque j'ai déjeuné avec lui ce midi, et il va bien, même s'il n'est pas, extrêmement jeune, il est toujours une grande vivacité intellectuelle. Mais cette parenthèse faite, j'étais reparti, enfin je vous avais dit, d'une certaine manière, il y a une vision très synthétique, très idéalisé des marchés, mais qui est une référence à peu près incontournable. C'est le modèle d'Arraud-Debreu. Dans le modèle d'Arraud-Debreu, il y a tous les marchés ont lieu au début des temps. Les agents font des transactions qui sont conditionnelles sur l'époque auquel les biens seront délivrés, l'état de la nature dans lequel ils seront délivrés. Il y a un prix au début des temps. Et ils ont évidemment, ils font des transactions pour l'ensemble de leur durée de vie, qui est infinie. On peut la mettre finie également si on veut. Et il y a toute une série de contrats complets qui permettent d'échanger les risques ou d'échanger le revenu entre périodes, d'échanger le revenu entre période état de la nature et période état de la nature, entre états du monde. Et ce marché a, sous certaines hypothèses, qui sont des hypothèses évidemment relativement significative, mais il a un ou plusieurs équilibres. C'est un petit peu le marché idéalisé, le marché... j'ai dit c'est une idéalisation extrême. Vous avez une seule contrainte budgétaire atemporelle, donc une contrainte budgétaire intertemporelle inter-État. La seule chose qui est vérifiée, vous avez quelque chose qui ressemble à de la monnaie. Même dans ce modèle, on peut discuter à des choses qui ressemblent à de la monnaie. Il y a un grand livre des comptes dans lequel on inscrit tous les comptes qu'on a. Ça, c'est un peu une banque, une super banque qui noterait toutes vos transactions, etc. J'avais discuté un petit peu de la monnaie, des relations avec enregistrement des comptes et création monétaire, en évoquant les idées d'aller sur ce sujet. Et puis, tous les marchés sont apurés. Donc, c'est un monde... Alors, j'ai appelé ça le jardin à la française, parce que c'est un monde extrêmement bien propre, bien articulé et clair, de fonctionnement clair. Enfin, fonctionnement clair, n'exagérons rien, c'est un monde qui peut être extraordinairement complexe, ne faisons pas d'illusions, mais c'est un monde dans lequel... les choses restent très stylisées. Alors là, j'avais dit, au fond, mais ce monde extraordinairement stylisé, il a une contrepartie qui ressemble beaucoup plus au monde réel. C'est le monde que j'avais dit, on passe du jardin à la française au jardin à l'anglaise. C'est la version intertemporelle de ce monde dans lequel, au lieu d'avoir des marchés complets qui ont lieu au début des temps, vous avez une succession de marchés. À chaque période, vous avez des marchés... des marchés au comptant, spot comme on dit en anglais, ou au comptant en français, et vous avez des marchés financiers. Les marchés financiers sont suffisamment nombreux pour que vous puissiez, au travers d'une série de transactions, transférer du revenu de tout état de la nature date à un autre état de la nature date via une série d'opérations financières. Et ce monde, en fait... Dès lors que l'on fait l'hypothèse qu'il y a suffisamment de contrats possibles, c'est-à-dire que le marché est complet, et que les agents qui agissent aujourd'hui sur le marché d'aujourd'hui ont une bonne compréhension des prix sur les marchés demain,
des prix sur les marchés au comptant, c'est l'hypothèse d'anticipation rationnelle, ici c'est une forme de prévision parfaite, eh bien ceci a les mêmes équilibres que le monde d'Arnaud-Debreu. C'est-à-dire ce jardin à l'anglaise, il nous délivre les mêmes résultats que le jardin à la française, tout en ayant l'air beaucoup moins ordonné. Donc l'équilibre, c'est une séquence de prix au comptant de prix d'actifs. Il y a équilibre à chaque période sur chacun des marchés, mais évidemment, il faut qu'il y ait anticipation rationnelle. Et là, on touche à une première de grandes difficultés de la théorie moderne, ce qui est qu'on fait des représentations du monde dans lesquelles on suppose, dans la plupart de nos modèles, que les agents ne se trompent pas systématiquement sur le futur. C'est l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Ici, elle est encore plus précise, mais elle est de même nature. Donc voilà, on était là. Alors le jardin à l'anglaise, oui, là je ne vais peut-être pas recommenter, je dois dire un petit peu ce que j'ai dit. Naturellement, une des hypothèses fortes, à part l'hypothèse d'anticipation rationnelle, c'est l'hypothèse de complétude des contrats. Complétude des contrats, ça veut dire que je peux vérifier toutes les circonstances. Si par exemple ma machine ne fonctionne pas, je peux vérifier qu'il s'agit bien d'un défaut de la machine et pas d'une mauvaise utilisation que j'en aurais faite. Il n'y a pas ni d'antisélection, ni d'aléa moral, mais il y a on peut passer des contrats qui sont conditionnels aux états de la nature, c'est-à-dire des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc l'incertitude que j'appelle... il y a deux types d'incertitudes. Il y a une incertitude intrinsèque qui est liée à ce que choisit la nature, et l'incertitude extrinsèque, qu'on appelle parfois aussi stratégique, qui est liée à ce que font les gens dans des circonstances données. Ici, les deux sont totalement séparés. L'incertitude intrinsèque, les problèmes d'incertitude intrinsèque sont réglés par ce système de contrat complet. Les problèmes d'incertitude extrinsèques, stratégiques, sont réglés par l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Mais naturellement, ces problèmes, ils se réintroduisent lorsqu'on veut regarder les problèmes d'un peu plus près ou dans pas mal de problèmes du monde réel. Alors ça c'était le jardin, puis on s'était promené, j'avais dit on peut se promener autour, si on quitte un petit peu le jardin, on arrive dans un parc, c'est encore assez civilisé. Et à ce moment-là, je vous avais raconté pas mal d'histoires, en particulier j'avais raconté l'histoire. J'ai passé pas mal de temps à vous parler de l'histoire de la monnaie. L'histoire de la monnaie et des banques, donc je ne suis pas un grand spécialiste, mais que j'ai eu un certain plaisir à essayer de comprendre un peu mieux. Et je vous avais raconté les faits fondateurs de l'histoire moderne de la monnaie, de l'histoire des banques. C'est le jour où une banque, c'est un endroit où vous apportiez votre or et on vous remettait un billet disant que vous aviez apporté de l'or et vous pouviez, au lieu de rechercher votre or à chaque fois que vous aviez à payer, vous donniez simplement le billet. Il y a eu deux grandes ruptures. La première, c'est que... alors je mets dans un certain nombre. La première, c'est celle je ne vais pas nécessairement dans l'ordre historique. La première, c'est celle du fractionnement. C'est-à-dire les gens, au lieu de donner un billet disant que vous aviez donné une tonne d'or, vous ont donné 10 000 billets disant que vous avez donné 100 grammes d'or. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et disant chacun que vous avez donné 100 grammes d'or, donc ça vous permet de fractionner vos paiements. Et la deuxième grande innovation, dont je m'étais demandé si c'était une escroquerie ou un coup de génie, c'est que les banquiers ont délivré de ces certificats de dépôt à des gens qui ne faisaient pas des dépôts, ce qui est l'essence même de l'activité bancaire moderne. Donc voilà, et qui évidemment est à la source de ce qu'on appelle la création monétaire. Donc on avait un peu parlé de ça. Bon, j'avais rappelé ensuite un certain nombre de choses sur la fragilité des banques. Et choses sur la fragilité des banques, vous les voyez ici. L'histoire des banques. Alors d'abord, c'est une histoire compliquée. On a introduit à un moment ce qu'on appelait des banques centrales qui étaient plus ou moins liées au pouvoir public, même si elles étaient privées statutairement, mais qui ont toujours avaient des liens assez étroits avec les pouvoirs publics. C'est une première chose. Dans l'histoire, il y avait aussi le fait que l'or... on était en période d'étalon or, c'est-à-dire qu'on pouvait, lorsque les banques émettaient, par exemple les banques centrales émettaient des billets, et on avait un droit, ces billets vous donnaient un droit à une certaine quantité d'or, en principe en tout cas, sauf rupture de la convertibilité. Et l'histoire de la monnaie, en particulier l'histoire des banques aux États-Unis au XIXe siècle, est marquée par toute une série de ce qu'on appelait des paniques bancaires, ce que les anglo-saxons appellent des bank runs, c'est-à-dire que un jour les gens se réveillent et n'ont plus confiance dans la banque, et n'ayant plus confiance dans la banque, ils vont tous retirer leurs dépôts, et la banque fait faillite.
Ça s'appelle alors ce phénomène a cessé en tant que tel, cessé pour les banques de dépôt modernes, simplement parce qu'on a créé, après les années 30, des systèmes d'assurance dépôt qui font que si la banque fait faillite, eh bien vous êtes assuré, hein, donc vous n'avez pas à vous précipiter lorsque vous pensez, dans le cas pour les banques de dépôt standards, hein, et pour vos dépôts standards, vos dépôts liés à votre compte courant et à vos chèques. Vous voyez que les ratios dette sur capital, alors ça c'est un point qui illustre la fragilité des systèmes bancaires. Hein. Dette sur capital, c'est 11 pour des banques commerciales aux États-Unis, hein, contre 1 ou 2 ou 3 pour ce qui se passe dans d'autres secteurs. Donc le capital est relativement faible, les fonds propres, ce qu'on appelle equity capital, ou equity en anglais, ce qu'on appelle souvent les fonds propres ici, extrêmement faible. Et je vous avais, puisque j'avais fait escalader une petite côte, hein, en vous montrant une théorie de la panique bancaire. Alors la théorie de la panique bancaire, ce que j'avais essayé de vous montrer, c'est que le problème de la théorie de la panique bancaire, c'est le problème si on veut faire une théorie, en principe, on ne sait pas très bien comment faire parce qu'il y a plusieurs équilibres. Hein. Soit tout le monde croit que la banque va s'effondrer, et dans ce cas, tout le monde a intérêt à retirer ses fonds, elle s'effondre. Soit personne ne croit qu'elle va s'effondrer, personne n'a intérêt à retirer ses fonds, elle reste. Donc il y a deux équilibres. Pourquoi, de temps en temps, c'est l'un qui se produit, pourquoi dans l'autre cas, c'est l'autre qui se produit. Je vous avais fait une théorie qui disait, en fait, ça s'explique assez bien par des questions d'information. Les gens reçoivent des signaux sur la fragilité de la banque et ils n'ont pas une décision 0-1, ils sont obligés de prendre une décision qui dépend de l'intensité du signal qu'ils reçoivent. S'ils reçoivent un signal disant que c'est dangereux, donc ils ont ce qu'on appelle des stratégies gâchettes. En dessous d'un certain signal, ils retirent leur dépôt, en dessus, ils ne retirent pas. Et si on met ça dans un modèle de théorie des jeux standards, où on a un équilibre, hein, qui devient unique, et quand la banque est de bonne qualité, il n'y a pas de défaut. Quand elle est de mauvaise qualité, il y a panique bancaire. Et quand elle est juste à la limite, ça dépend. Il y a juste un seuil dans lequel elle tombe et un seuil dans lequel elle ne tombe pas. Donc on a fait une théorie quasi déterministe des paniques bancaires, ce qui était relativement satisfaisant. Alors ensuite, on était allé... Alors toujours là, j'avais essayé de vous montrer qu'il n'y a pas besoin de sortir beaucoup du jardin à l'anglaise, hein, pour faire une théorie monétaire qui ressemble à la théorie monétaire qui est utilisée aujourd'hui, enfin qui était utilisée par la Banque centrale jusqu'à il y a quelques années. J'ai essayé de vous montrer que dans un monde comme celui que j'avais dit, c'est-à-dire dans lequel il y a une infinité de périodes, les gens reçoivent une manne chaque période, hein, d'une unité, et il y a de la monnaie au sens suivant, c'est de la monnaie simplement numéraire, c'est-à-dire le prix du bien à chaque période est libellé en euros, en dollars, je sais pas, en marques, etc. Et dans ce monde, eh bien, il y a... L'équilibre, c'est quelque chose dans lequel les agents n'échangent rien jusqu'à la fin des temps. Il y a un taux d'intérêt qui dépend de leur taux de préférence pour le présent. S'ils n'échangent rien, il faut qu'il y ait un taux d'intérêt qui reflète le fait qu'ils ne veulent pas aller d'une période à l'autre. Hein. Donc c'est un équilibre dans lequel il ne se passe rien et dans lequel il y a un certain taux d'intérêt réel. Mais cet équilibre a une version monétaire dans lequel il y a un certain taux d'inflation, un taux d'intérêt monétaire, et les gens... Et les croyances sont celles sont des croyances sur le taux d'inflation et basées sur le taux d'intérêt monétaire qui est le taux d'intérêt d'équilibre. Et ce monde a exactement le même équilibre que le monde réel. Sauf que le taux d'intérêt monétaire, c'est le taux d'intérêt réel plus le taux d'inflation. Donc si les gens anticipent que le taux d'intérêt monétaire va être égal au taux d'intérêt réel plus au taux d'inflation. Alors ils font des plans, il y a un équilibre de prix, de plan d'anticipation des prix, dans lequel on a le même équilibre. Hein. À nouveau, le jardin à la française et le jardin à l'anglaise sont exactement la même chose. La question, c'est que qu'est-ce qui se passe si le taux d'intérêt monétaire est fixé par la Banque centrale ? On a une banque centrale qui fixe le taux d'intérêt monétaire, et bien entendu, elle le fixe selon une règle qu'on appelle vixélienne, hein, et qui en l'occurrence est une règle dans laquelle elle fait dépendre du taux d'inflation précédent. Alors comme je vous avais montré, hein, l'équation qui résout
qui régit vraiment l'équilibre monétaire, c'est 1 plus IT, le taux d'intérêt monétaire sur le taux d'inflation entre T et T plus 1, égale 1 sur bêta. C'est simplement, ça c'est 1 sur IT sur pi T plus 1, c'est simplement le taux d'intérêt réel. Est égal à 1 sur bêta. Si maintenant I de T, on le remplace par phi de pi T, vous voyez qu'il y a une relation entre pi T plus 1. Si on est de long d'un équilibre dans lequel ceci est vérifié, c'est un long d'un équilibre monétaire, il y a une certaine relation entre pi T plus 1. Et si vous dites maintenant, naturellement, il y a un équilibre, il y en a un dans lequel pi T plus 1, c'est simplement pi étoile, pi étoile, pardon, c'est un certain prix, et puis que le taux d'inflation est constant, hein, etc. Mais la question, est-ce qu'il y a d'autres équilibres dans un voisinage? Eh bien, s'il y en a d'autres, oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, dès lors qu'en s'écartant du chemin à taux d'inflation constant, on fait des modifications de taux d'inflation delta de pi T et delta de pi T plus 1 qui vérifient cette relation. Si vous modifiez delta pi T, ceci de delta pi T, vous allez modifier avec votre règle de Taylor le taux d'intérêt réel de phi prime delta pi T, hein, et ça doit être égal à delta pi T plus 1 divisé par bêta, selon la formule précédente. Et vous voyez que c'est la dynamique d'un équilibre voisin. Et je dirais que je suis content lorsque les équilibres voisins s'écartent très vite de l'équilibre stationnaire. Ça s'appelle la règle de détermination. C'est une règle de stabilité de l'équilibre. Et cette règle de stabilité implique que phi prime étoile soit plus grand que 1 plus sur 1 sur bêta. C'est-à-dire que la banque centrale, son taux d'intérêt monétaire, réagit avec un coefficient supérieur à 1 à un accroissement d'inflation. Ça, c'est la règle de Taylor. Alors, c'est la règle de Taylor simple. La règle de Taylor un peu plus compliquée, c'est qu'on rajoute là-dedans des taux d'activité, enfin de l'output gap dans la théorie standard. Là, je suis dans un monde beaucoup trop simple pour que j'ai à faire ça. Mais c'est le fond de la règle de Taylor. Et la règle de Taylor, alors d'où vient-elle? Eh bien, elle vient de M. Taylor, qui est un économiste de Stanford. Et alors, lui, il n'avait pas... Alors, pourquoi il avait... Elle vient d'observations empiriques. Il avait l'impression que les banques centrales, en regardant la manière dont elles réagissaient de manière à tenir compte de l'inflation observée et tenir compte éventuellement de ce que j'ai appelé l'output gap, que j'oublie ici. Et il avait empiriquement établi que la réaction des banques centrales à l'accroissement d'inflation avait une élasticité plus grande que 1. Enfin, le coefficient était plus grand que 1, comme ici. La théorie que je vous ai donnée pour justifier ça, c'est de la théorie, je dirais, dure et pure. Hein. C'est de la théorie très, très abstraite. C'est qu'est-ce qu'un équilibre stable dans un modèle à horizon infini? Elles se sont retrouvées. Donc je disais, comme je vous l'avais dit, c'est un moment extrêmement remarquable dans l'histoire des relations entre les économistes et les banquiers centraux. Comme je vous l'avais indiqué, en général, ce que pensaient les banquiers centraux sur ce qu'ils faisaient et ce que pensaient les économistes, ce que faisaient les banquiers centraux n'avait strictement rien à voir. Hein. Par miracle, ça s'est réconcilié il y a une vingtaine d'années, hein, où les économistes se sont mis à dire qu'au fond, les banquiers... Alors, avant, il continue à y avoir des malentendus. Hein. La vision de Friedman qu'on doit contrôler la quantité de monnaie était quelque chose de très, très bizarre pour tous les banquiers centraux. La vision d'Irving Fisher au début du siècle, disant au gouverneur de la Banque de New York, M. Strong, qu'il fallait qu'il contrôle le niveau des prix, plongeait M. Strong dans des abîmes de perplexité. Là, on a enfin trouvé une réconciliation entre l'intuition des banquiers centraux et la théorie. Malheureusement, cette intuition s'est trouvée très mise à mal par la crise récente, où on a perdu un petit peu toute idée de ce qu'est la doctrine de la Banque centrale. Ce que font les banques centrales actuellement, c'est qu'elles éclusent l'eau autant que faire se peut, en espérant que ça ne va pas aller monter trop haut. Mais il y a eu quand même un moment assez béni, qui est de réconciliation entre les deux. Alors vous voyez bien, par ailleurs, juste une autre parenthèse que j'avais faite et que je ne vais pas développer. Hein. Une banque centrale dont la mission est de faire ceci, elle peut être indépendante. Elle a une mission totalement technique. Une banque centrale qui fait des choses plus compliquées, évidemment, ça pose des questions un peu différentes. J'ai tenu combien de transparents? J'espère que je ne vais pas trop vite, là, je ne vous saoule pas.
Oui, alors donc j'ai dit maintenant on va sortir du jardin hein, et c'est ce que j'avais fait lors des 3 dernières séances en regardant le marché boursier. Alors, le marché boursier, j'en ai parlé très longuement. Je vais évidemment revenir sur 2-3 des leçons qu'on a tirées. Ça, c'est les fluctuations des rendements sur un siècle, un peu plus d'un siècle, hein, aux États-Unis, pour le Standard & Poor's 500. Comme vous voyez, tous les 20 ans, il y a 4-5 pics et il y a quand même une certaine c'est un peu étonnant historiquement, il y a quand même une certaine régularité. Quand vous regardez ceci, évidemment, vous voyez ici, 1929, c'est un bas particulièrement bas. Mais il y a eu des oscillations très fortes. Hein, et malgré tout, des tendances de longue période qui sont relativement stables sur la période. C'est-à-dire que le prix des actions monte à peu près de 1,5% par an sur un siècle et demi. Et que les dividendes, c'est à peu près 4-5% les dividendes versés, lorsque vous avez 1 euro d'action, c'est 4-5% d'un euro. Ce qui vous fait d'ailleurs quelque chose d'un rendement qui est supérieur à 6%. Hein. Ça dépend à nouveau comment on le calcule, là ça me fait à peu près 6%. Alors que le rendement de l'actif sans risque est à peu près de 1%. Donc vous avez une prime de risque entre 5 et 6%, dont à nouveau l'explication est assez difficile. Alors là, c'est simplement, vous voyez je crois qu'il y a la croissance du prix des actions, là il y a la croissance des dividendes, il y a la croissance de la population du PIB par tête. On avait un peu discuté ça, je ne vais pas y revenir. Alors, comment expliquer le marché boursier? On peut d'abord partir du jardin à la française, ou plutôt du jardin à l'anglaise, hein, c'est ce qu'on avait essayé de faire, hein, où on voyait l'entreprise de façon... l'entreprise comme quelque chose situé dans un système de marché complet. Et là, on a quelque chose dont j'avais parlé les années précédentes, hein, qui s'appelle le théorème de Modigliani-Miller, c'est-à-dire que l'entreprise, c'est quelque chose qui a une valeur, et cette valeur confronte, c'est la valeur de marché, à nouveau la valeur des marchés complets, hein, que ce soit dans une logique à Rodebreu, dans une logique d'équilibre de prix, de plan d'anticipation des prix, dans lequel les gens confrontent les produits de l'entreprise dans tous les états de la nature avec le prix qu'ils auront dans chacun de ces états de la nature. Donc il y a une valeur de l'entreprise. La valeur de l'entreprise ne dépend pas de la répartition d'aide par rapport à action. Ça, c'est le modèle idéal c'est l'entreprise du jardin ou au bord du parc. Alors, l'entreprise réelle, comme je l'avais montré, elle est beaucoup plus compliquée parce que en particulier la dette et les actions ne sont pas du tout des substituts parfaits, etc. Donc on avait parlé un peu de ça. Deuxièmement, j'essaie d'expliquer le marché boursier. Hein, la première idée, c'est de partir de l'entreprise idéale. Malheureusement, elle est trop idéale pour qu'on aille très loin. Et donc, on va faire quelque chose qui va ressembler à ce qu'on ferait dans le jardin à l'anglaise, hein, dans un équilibre de prix séquentiel. Hein, c'est de voir la valeur de l'entreprise comme la valeur fondamentale de l'entreprise, c'est-à-dire la valeur actualisée de tout ce qu'elle va vous procurer jusqu'à la fin des temps. C'est la théorie de la valeur fondamentale que j'avais déclinée sous toute une série de versions, hein, parce qu'elle peut être plus ou moins compliquée. On peut la rendre, évidemment, on peut la sophistiquer dans beaucoup de directions. Hein. On peut avoir des générateurs de dividendes qui soient très compliqués, on peut faire changer les taux d'intérêt, on peut faire des choses comme ça. Et je vous avais dit que là, au fond, la théorie la moins mauvaise que j'avais, et qui était la plus proche évidemment des faits, si je voulais faire la théorie de la valeur fondamentale, c'est de dire que les dividendes croissaient à un taux donné, éventuellement de façon très stochastique, et puis donc il y avait un taux de croissance moyen, puis des aléas sur la croissance des dividendes, ce qui nous donnait une formule du type le prix de l'action était égal au dividende de la période, ou décalé d'une période, divisé par R moins G, où R était le taux d'intérêt, G était le taux de croissance des dividendes. Et avec cette formule-là, on avait joué un petit peu sur cette formule-là. Alors, pourquoi ça, c'est une théorie qui me plaisait a priori? Parce que c'est une théorie dans laquelle, en moyenne, les prix croissent au même rythme que les dividendes. De toutes les théories que je vous avais présentées, c'est la seule qui avait cette propriété. Et puis elle donne malgré tout... Est-ce qu'elle peut donner, par exemple, des ratios prix sur dividende à peu près correspondant à la réalité? Oui.
mais à condition de faire des taux d'intérêt qui sont évidemment très loin du taux d'intérêt qu'on est censé prendre dans le calcul, qui est le taux d'intérêt sans risque. Là, avec un taux d'intérêt équivalent risqué de 5-6%, on trouve à peu près les bonnes formules. Mais à nouveau, la question est pourquoi est-ce qu'on mettrait une prime de risque comme ça sur le taux d'intérêt? Pourquoi on traiterait de cette manière l'incertitude? C'est évidemment pas très satisfaisant. Alors, par ailleurs, là, je vous avais parlé aussi dans la même chose. Alors là, à nouveau, si on reste proche du jardin, on aimerait bien la théorie de la valeur fondamentale et celle qui nous vient à l'esprit. Si on reste proche du jardin, il y aurait l'idée de l'hypothèse d'efficacité des marchés. C'est-à-dire que c'est l'hypothèse que j'ai un peu faite implicitement dans la théorie de la valeur fondamentale que j'ai présentée tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas de très grande différence entre les agents liés à leur différence de l'information. Il n'y a pas des gens qui gagnent de façon scandaleuse parce qu'ils ont plus d'informations. À peu près toute l'information passe dans les prix de marché. Et ça, c'est une hypothèse qui est due à M. Fama, qui s'appelle Efficient Market Hypothesis. Les prix des actions reflètent toute l'information connue et changent rapidement pour intégrer les changements d'information. Comme j'avais dit, cette définition en tant que telle n'a pas de sens. Je peux lui donner plusieurs sens. En particulier, un des sens que j'ai envie de lui donner, si je reste dans le jardin à l'anglais, c'est qu'il reflète toute l'information sur la valeur fondamentale. Donc ça veut dire que ma théorie précédente de la valeur fondamentale est vraie, mais je lui ai ajouté le fait que toute l'information sur les dividendes était bien transmise période par période. Alors on avait regardé un petit peu j'avais essayé de faire des théories de transmission de l'information pour voir si c'était plausible ou pas. On était resté à moitié dans le jardin, à moitié pas. C'est vrai que les marchés aident à transmettre l'information, c'est-à-dire que les prix donnent de l'information aux agents qui ne savent pas, en la tirant de ceux qui savent, parce qu'ils reflètent, mais c'est vrai aussi que ça marche moyennement bien. Ça marche moins bien que ce qui est suggéré par l'hypothèse du marché efficient. On s'était rabattu sur une autre version de l'hypothèse des marchés efficients, qui était la version minimale. On ne peut pas battre le marché, c'est-à-dire que le prix étant ce qu'il est, il n'y a pas de biais systématique qui vous permet de battre le marché. Alors ça, est-ce que c'est vrai? J'avais montré des faits qui nous laissent un petit peu sceptiques là-dessus. C'est sûrement vrai qu'en très première approximation. C'est l'idée de Bachelier et de Martingale. Donc les prix, il y a par exemple, là j'ai un taux de croissance, mais si j'oublie le taux de croissance, j'ai strictement une martingale. Est-ce que dans le prix d'aujourd'hui, il y a autre chose que l'espérance du prix demain? Dans mon modèle ici, que l'espérance du prix demain, avec le taux de croissance petit g qui est donné. Bon, alors simplement le point que j'avais fait, c'est qu'il n'y a absolument aucune raison de penser que ces deux définitions sont équivalentes. On peut trouver des mondes dans lesquels le marché fonctionne très mal, au sens où il alloue mal les ressources, où il transmet mal l'information, et on ne peut pas le battre. Où malgré tout, le signal qu'il donne est un signal biaisé, mais personne ne sait dans quel sens de la vraie valeur. Donc on s'était... Oui, alors donc là, je reviens quand même à l'hypothèse de l'efficacité informationnelle du marché. C'est quand même un des mythes puissants qui nous dit que le marché domine les acteurs, qu'il est socialement fiable. Et je vous avais cité, parce que j'aime bien, deux sceptiques qui ne sont pas connus pour leur hostilité au marché, c'est-à-dire Paul Volcker et Richard Posner, et en vous disant que je souscrivais à ce qu'ils disaient. Alors maintenant, pourquoi la théorie de la valeur fondamentale ne fonctionne pas? Je l'ai esquissé, je lui ai mis la théorie de l'efficacité des marchés, et finalement, ça nous donne une image du monde qui est assez inexacte. Alors là, j'avais repris toute une série de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir tout à fait dans le détail. J'avais cité cet exemple très célèbre de la même action qui a deux valeurs, d'un titre qui donne les droits aux mêmes dividendes et qui a deux valeurs différentes qui fluctuent tous les jours, selon que vous êtes à la Bourse de Londres, à la Bourse, etc. Ça, c'est un petit peu pour l'anecdote. Mais ça met quand même l'accent sur le fait que ce qui détermine le prix aujourd'hui, c'est l'idée qu'on se ferait du prix demain. Idée qui est intégrée dans la théorie de la valeur fondamentale. C'est comme ça que je l'ai construite, naturellement, mais que je systématise beaucoup trop dans la théorie de la valeur fondamentale. Puis il y a l'idée très célèbre, ça c'est le graphique de Shiller, si la théorie de la valeur fondamentale est vraie, alors les prix
varierait plus que les valeurs fondamentales reconstituées. Parce que les valeurs fondamentales, on peut les reconstituer à partir de l'histoire. La valeur fondamentale d'une action en 1920, on peut la reconstituer à partir des dividendes auxquels elle est donnée, du taux d'intérêt, etc. Et si la théorie de la valeur fondamentale était vraie, alors les prix reconstitués varieraient plus que les valeurs fondamentales reconstituées. Alors en fait, les prix varieraient moins que les valeurs fondamentales reconstituées. En fait, ils varient beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que les prix, c'est simplement l'espérance des valeurs. Le prix, c'est l'espérance de toutes les valeurs fondamentales que l'on peut envisager de reconstituer au moment où on se place à un moment T. Donc ça doit fluctuer moins que ceci. Bon, je ne reviens pas sur ce point. Bon, là, j'avais d'autres exemples sur lesquels je ne vais pas revenir non plus, puisque à 1 minute par... Alors, maintenant, quel est je vais peut-être remettre ceci juste pour le truc. Donc, il y avait les prédictions. Le gros problème de la prédiction de la théorie de la valeur fondamentale, c'est qu'il y a beaucoup plus de fluctuations. Si je prends la version que j'ai présentée, c'est-à-dire avec les dividendes qui croissent aléatoirement, il y a évidemment beaucoup plus de variations des prix qu'il n'y a de variations de dividendes, et ça ne semble pas. Et deuxièmement, pour expliquer ceci, il faut admettre une prime de risque qui est très supérieure à ce que l'on juge raisonnable d'après dans les autres parties de la théorie économique. Vrai problème, naturellement, avec la théorie de la valeur fondamentale, c'est que si la théorie de la valeur fondamentale était vraie, on a du mal à croire qu'il y aurait des bulles. Et donc, je reviens à ce qui a été mon leitmotiv des premières séances, c'est-à-dire aux bulles. Et vous vous rappelez, naturellement, là, vous reconnaissez immédiatement cette bulle, qui est là, qui est la bulle des mers du Sud, 1720, et la déprime de Newton. Là, je vous ai montré la bulle des subprimes sur le marché immobilier américain. Là, c'est l'effondrement, cette fois, du marché boursier américain à la même période. Là, on avait des bulles parallèles, c'est une bulle immobilière et une bulle boursière au Japon. Le Japon, qui a eu un maximum de la bulle vers 1990, puis ça s'est effondré pendant les 10 ans qui ont suivi, à la fois en matière de bourse, en matière immobilière. Et naturellement, je vous avais montré la bulle Internet, qui est quand même très jolie, surtout quand on regarde la partie supérieure ici, et son effondrement donc, au début des années 2000. Phénomène intéressant aussi, en particulier assez mauvais pour la théorie de la valeur fondamentale, c'est le krach boursier de 1987, dont j'avais essayé de vous donner une explication, dans une côte assez dure, là où il y avait des équilibres multiples. Mais le krach boursier de 1927 n'est associé apparemment à aucune arrivée d'informations. Donc si vous dites, si vous croyez à la théorie de la valeur fondamentale, l'effondrement de la valeur fondamentale ne peut venir que d'arrivées d'informations extraordinairement importantes, puisqu'il faut que ça change complètement votre vision du monde tout d'un coup, etc. Le krach boursier de 1987, on ne sait pas ce qui est arrivé comme information, et la bourse est tombée de 20%. Donc ça fait partie des énigmes ou des choses comme ça. Alors comment mieux se répéter ? Donc j'ai suggéré, c'est un point de vue qui est minoritaire, mais c'est le mien, j'ai suggéré qu'on avait quitté le jardin à la française, le jardin à l'anglaise, qu'on quittait le parc complètement, et qu'on arrivait dans la jungle, c'est-à-dire dans un phénomène particulier, important, le marché boursier, les marchés financiers, dans lequel les explications des économistes aujourd'hui sont insuffisantes pour employer un euphémisme. Et alors, j'avais évoqué des directions dans lesquelles on peut faire, je crois, sur lesquelles je ne vais pas reprendre. Je crois qu'il j'avais évoqué au moins 2 directions, la direction des queues épaisses, c'est-à-dire des événements de faible probabilité qui peuvent se produire. Ce que j'ai lu là-dessus ne m'a pas complètement convaincu. Puis il y a l'autre argument auquel je crois beaucoup plus, mais qui n'est pas pas très mis en forme de façon convaincante non plus, c'est la rationalité des anticipations. Dès lors que vous pensez que la coordination sur le futur se fait de façon beaucoup plus aléatoire que le supposent nos modèles, vous avez un argument assez fort pour penser que le monde doit être beaucoup moins stable que ce que pensent nos modèles. Mais ce n'est pas très facile là. Ça, c'est le sujet qui m'intéresse, mais c'est un peu autre chose. Alors, je vais juste vous rappeler 2-3 petites choses sur la théorie des bulles, puisque donc,
les bulles, c'est sûrement pas compatible avec la valeur fondamentale. Alors, comment pourrait-on expliquer les bulles? Donc, j'essaie d'explorer la jungle, hein, même si je l'avais fait au début, et là, je la refais un petit peu sur la fin. Je vous avais présenté plusieurs modèles de bulles, si vous vous souvenez. Le premier, c'était, ce que j'avais dit, c'est la bulle comme patate chaude. Hein. On sait qu'il y a une bulle, mais on espère qu'on n'est pas le dernier à revendre l'actif. Donc il y a une petite histoire qui vaut ce qu'elle vaut là-dessus, mais que j'aimais bien. Donc j'avais essayé de vous faire partager les charmes de cette histoire. La côte montait un petit peu, je dois dire, mais enfin, c'est... Ça c'était la deuxième histoire que j'avais racontée. C'est ce qu'on appelle parfois ce qu'on appelle dans la littérature l'effet Soros, hein, parce que l'histoire ressemble à des spéculations dans lesquelles George Soros aurait été impliqué et aurait connu du succès. L'effet Soros, c'est le suivant, c'est que vous avez dans le monde deux catégories d'agents. Donc vous n'avez pas un grand méchant et des petits, etc. Ils sont tous petits et ils ne sont tous pas méchants spécialement. Vous avez deux catégories d'agents. Vous avez ceux qui reçoivent de l'information et qui sont capables de comprendre ce qui va se passer dans le futur, qu'on appelle les spéculateurs, mais dans un bon sens du terme, d'une certaine manière. Et vous avez ceux qui sont simplement suivistes. Alors, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y avait pas de suivistes, à l'époque 1, il y a une bonne nouvelle sur la valeur de l'actif. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en moyenne, il vaudra phi lorsqu'il sera liquidé à la période 3. Eh bien, donc à ce moment-là, en période 2, son prix d'équilibre devient phi, qui est associé à la bonne nouvelle. Et puis en période 3, il est liquidé soit à phi, soit à une variable autour de phi. Enfin, en général, l'actif, et c'est une variable aléatoire, il n'est pas liquidé à un taux fixe, etc. Donc c'est pour ça la détention de l'actif est liée aux caractéristiques aléatoires qu'il a. Donc je ne reviens pas sur le modèle, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde dans lequel il y a des suivistes et dans lequel il y a des gens que j'appelle spéculateurs? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les gens en période 1, lorsqu'ils apprennent que l'actif va monter, ça les conduit en principe à augmenter le prix en période 1, dans lequel ils apprennent ceci, mais ils comprennent à ce moment-là que le prix a augmenté en période 1, il va augmenter en période 2 beaucoup plus, parce que les gens qui sont suivistes ont vu le prix augmenter entre 0 et 1. Et donc ils vont acheter. Donc le prix de l'actif en deuxième période va être plus élevé. Et donc, l'équilibre d'anticipation rationnelle, cette prévision parfaite, c'est quelque chose dans lequel le prix monte immédiatement ici, reste ici entre la période 1 et la période 2. Pourquoi il est aussi élevé en période 2? Parce que ceux qui l'ont acheté, qui sont les spéculateurs informés, ici, le revendent ici aux suivistes, ce qui fait monter son prix, bien au-delà de sa valeur fondamentale. Et puis en troisième période, eh bien, il y a les informés, eux ont gagné leur argent, et les suivistes, eh bien, ils prennent toutes les pertes. Donc ça, c'est l'effet. C'est un effet. Alors c'est assez intéressant parce que c'est un effet dans lequel vous avez des spéculateurs qui sont déstabilisants. Le fait que des spéculateurs déstabilisent le marché. Ils sont spéculateurs, ils déstabilisent le marché parce qu'ils comprennent qu'il y a des suivistes. Ici, ils ne manipulent pas, ces gens-là. Ils comprennent que dès lors qu'il y a de bonnes nouvelles, ça va faire monter les prix aujourd'hui, mais ça va faire monter encore plus demain parce qu'il y a des gens qui sont uniquement suivistes. Donc, ils anticipent ça. Ça nous met face à un argument de Friedman selon lequel la spéculation est stabilisante. La spéculation est stabilisante, a dit Friedman, oui, vous voyez bien, pourquoi? Si les prix montent, qu'est-ce que font les spéculateurs? Ils vendent, et si les prix baissent, ils achètent. Ils montent pas. Alors naturellement, ce qui est l'argument implicite là-dedans, c'est qu'il va y avoir un retour à la moyenne. Donc les prix montent, ils vendent parce qu'ils voient bien que ça va pas aller, et les prix baissent, ils achètent parce qu'ils comprennent qu'il y a un retour à la moyenne. Alors c'est vrai, mais c'est pas vrai dans ce modèle. Il n'y a pas retour à la moyenne, plutôt le retour à la moyenne se fait après que les spéculateurs aient fait leurs bénéfices. Donc c'est une première entorse à l'argumentaire de Friedman. Alors, il y avait un deuxième modèle de bulle que j'avais exposé, sur lequel je ne vais pas revenir, mais là, c'était une bulle. Alors, c'était pas, à nouveau, c'est un modèle qui n'est pas très satisfaisant, mais dans lequel il y avait une bulle qui se produisait à partir d'un certain moment, et les gens en étaient informés aléatoirement. Vous receviez un signal sur la bulle, disant qu'il y avait une bulle, donc le prix était au-dessus de la valeur fondamentale, mais vous ne le recevez pas au même moment.
Et donc, au bout d'un certain temps, tout le monde sait qu'il y a une bulle. Au bout d'un certain temps, tout le monde sait que tout le monde sait qu'il y a une bulle. Et malgré tout, elle n'explose pas. Et ce qu'on avait montré, c'est qu'en une bulle comme ça, l'optimum, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de rester dans la bulle en espérant que vous allez sauter avant qu'elle... Et je vous avais raconté ces histoires des gérants de hedge funds de New-Yorkais qui, en étant conscients du fait de la bulle Internet, avaient tous les deux plongé, l'un parce qu'il n'était pas entré dans la bulle et l'autre parce qu'il était sorti trop tard. Donc c'était un début de compréhension des bulles. Alors j'avais aussi, et c'est dans les minutes qui me restent, je voudrais reprendre ça là-dessus, hein, j'avais aussi évoqué quelque chose qui est lié à ce qu'on a observé dans la période précédente 2008, pour la période précédente la crise, dans les grandes banques d'investissement américaines. On a observé une période d'euphorie, donc la valeur de leurs actifs augmentait, mais en même temps leur levier augmentait, c'est-à-dire elles augmentaient plus leurs passifs qu'elles n'augmentaient la valeur de leurs actifs. C'est-à-dire que le ratio entre leurs fonds propres, je ne sais plus où ils sont là, dans ce modèle-là, hein, ça c'est les fonds propres ici, ça c'est les dépôts dans la mesure où c'est une banque d'épargne, ou c'est de la dette si c'est une banque d'affaires. Hein. Et le levier, c'est A, la valeur des actifs, de combien de fois c'est égal au fonds propres. Et si c'est beaucoup, beaucoup de fois, ça veut dire que vous avez très peu de fonds propres, vous avez énormément d'actifs. Et ce qu'on a constaté, un phénomène assez curieux, hein, c'est que dans la crise qui a précédé, même dans les années qui ont précédé, je ne sais plus sur combien d'années c'est fait, mais que toutes les banques d'investissement américaines, on dit pas, autrefois on disait banque d'affaires en français, maintenant il me semble qu'on dit banque d'investissement, hein, avaient un levier procyclique, c'est-à-dire plus leurs actifs augmentaient, hein, plus leur levier augmentait. Ce qui est étrange, hein, et ce qui pose des problèmes pour la stabilité du système, puisque plus le levier est élevé, plus en cas de retournement, elles ont peu de coussins de réponse. Et donc, là, il y a une vraie question que je n'ai pas abordée au fond, parce que je ne sais pas la réponse. Là, je ne connais pas la réponse. Hein, c'est qu'est-ce qui gouverne... Dans tous les modèles simples que j'avais, hein, ce qui gouvernait le comportement des spéculateurs était assez simple. On avait un modèle moyenne variance, etc. Là, on est dans le monde réel. Il y a des spéculateurs. Il y a des gens dont c'est le métier de faire de l'argent là-dessus. On peut les appeler spéculateurs comme ils veulent. Mais sur quoi se fondent-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. Objectivement, ils le font. Est-ce que ça, c'est anodin? Sûrement pas. Sûrement pas pour l'équilibre du système. Ça s'explique par quoi? Question auquel je n'ai pas répondu, et je n'aurais sans doute pas à répondre aujourd'hui. Hein. Alors, ça pose malgré tout une série de questions, alors là, que je n'ai pas du tout abordées, hein, que je ne vais pas aborder, c'est le problème. Donc le problème, c'est ces comportements de ces banques d'affaires. Le problème qui est derrière, c'est le comportement de gérants de ces banques d'affaires et de ceux qui gèrent l'argent. Donc c'est le problème des rémunérations. Et donc, je n'ai pas eu le temps de le faire, je comptais y consacrer une séance, mais je n'ai pas fait vraiment. Hein. Quelle est la pertinence microéconomique des rémunérations, c'est-à-dire du point de vue de la structure, et quelle est la pertinence macroéconomique du type de rémunération auquel on observe. Alors, dans les années 50-60, les gestionnaires du banque, ils avaient un salaire fixe. Hein. La seule chose qu'on leur demandait, c'est d'être très prudents pour éviter les paniques bancaires. On était dans la logique de l'avant-guerre, si j'ose dire. Et puis alors, plus la concurrence... Ce qui s'est passé après la guerre, c'est un accroissement de concurrence dans le système bancaire. C'est une mondialisation de la finance, et c'est un accroissement de concurrence, avec une déspécialisation. Ça, je vous l'avais dit aussi un petit peu rapidement, mais je l'avais dit un peu. Alors, qu'est-ce qui est bon pour la structure? Alors, on a des systèmes de rémunération qui sont convexes, au sens où, si vous gagnez beaucoup, vous gagnez encore plus. C'est l'histoire du bonus. Vous voyez bien qu'un système de rémunération convexe, ça incite à prendre du risque. Vous préférez avoir 0 avec probabilité 1,5 et 1000 avec probabilité 1,5 que d'avoir 500 avec probabilité 1. Donc, c'est un facteur de prise de risque. Alors, est-ce que c'est bon pour l'institution? C'est une question. Je vais passer sur la corrélation au volume. Ça, c'est un fait important concrètement, mais il y a aussi la rémunération par comparaison. Vous êtes rémunéré si vous faites mieux que le copain. Ça paraît naturel à l'intérieur d'une classe de risque, mais il y a des effets moutonniers.
il faut beaucoup mieux se tromper avec tous les autres qu'avoir raison tout seul. Si tous les autres sont imprudents, il faut mieux faire comme eux parce que soit ils vont gagner, et dans ce cas, vous, s'ils ne l'avez pas suivi, vous allez perdre, soit ils vont perdre, et alors vous allez tous perdre, bien entendu, mais vous serez comme les autres. Enfin, en vous singularisant, vous n'auriez pas gagné grand-chose. Alors c'est vrai pour les risques de queue, hein, ça explique pas mal de choses sur le crédit default swap aussi. Alors maintenant, il y a le problème systémique qui est derrière, que je n'ai pas abordé, mais qui est évidemment en filigrane, hein, derrière dans le jardin à la française ou à l'anglaise, le système de signaux auquel font face les agents, il est bon, en premier sens, en première approximation. C'est-à-dire, ce qu'ils font qui est le moins cher pour eux est aussi le moins coûteux pour la société. Hein. C'est ça un peu l'idée de l'économie normative standard. Le système de signaux est à peu près bon. Là, est-ce que le système de signaux est bon ? C'est la question, c'est-à-dire, est-ce que compte tenu de la manière dont se comportent les agents, le système de signaux est bon je veux dire, est-ce que le système de signaux est bon et est-ce qu'il se comporte de manière conforme à ce qu'on attendrait dans un système de bons signaux et alors, je ne vais pas entrer au fond de ce problème, mais simplement, c'est une des questions qu'on pose. Par exemple, sur les hedge funds, dans les fonds de couverture, on vous dit, ils prennent des risques. C'est les hedge funds, c'est ceux dont je montrais tout à l'heure qu'ils avaient un effet de levier, mais c'est leur problème. Hein. Ils gèrent de l'argent de particuliers, soit de particuliers riches, soit de fonds de pension, soit etc. S'ils font du profit, tant mieux pour eux, et s'ils perdent, ils prennent leurs risques. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Le problème, c'est pas vrai, c'est-à-dire s'ils font des profits, ils font des profits, et si ça ne marche pas et si le système s'écroule, il y a beaucoup d'externalités négatives. Donc le système de signaux auquel ils sont confrontés n'est sûrement pas socialement convenable. Et donc ça, il y a toute une série, il y a toutes les vraies questions du système financier qui sont derrière. Alors je vais trop vite. Hein. Alors là, je vais passer là-dessus. Ça, c'est quelque chose que je voulais traiter, mais je vais le dire simplement en un mot. C'est le problème de la spéculation stabilisante. Est-ce que la spéculation est stabilisante? Modèle de Friedman. Là, j'ai construit un modèle. Alors, c'est une côte assez dure, donc il ne nous reste plus que 5 minutes, donc on va sûrement pas. On va squeezer la côte et passer dans la vallée. Mais grosso modo, il y a un monde dans lequel vous avez des gens qui font du stockage. Il y a du blé. Le blé tombe du ciel de façon aléatoire. Et donc, il y a un degré optimal de stockage qui dépend de la quantité de blé aujourd'hui, la quantité de blé demain, la demande pour le blé aujourd'hui, demain, etc. Et il y a un équilibre. Maintenant, dans ce monde, et alors évidemment, cet équilibre, il y a les gens qui stockent, qui interviennent et qui prennent des décisions. Maintenant, dans ce monde, on introduit des spéculateurs au sens suivant, c'est-à-dire que tout le monde a le droit d'acheter du blé à terme, même s'il n'a pas de blé stocké. Vous achetez du blé à terme ou vous vendez du blé à terme, même si vous n'en avez pas. Ça ressemble à ce qui se passe sur les marchés boursiers, etc. En quoi ça change l'équilibre? Il y a beaucoup plus de gens qui interviennent. Donc, le risque, il y a un meilleur partage du risque. Et le nouvel équilibre a moins de volatilité que l'équilibre antérieur. C'est l'argument de Friedman. Friedman a raison. Alors, comme j'ai montré dans un papier avec Jean-Charles Rocher, si maintenant on change de point de vue, c'est-à-dire qu'on garde de la stabilité des deux équilibres en termes de coordination et d'anticipation. Problème relativement difficile, sur lequel je vous ai dit quelques mots, mais qui, moi, m'intéresse beaucoup. Si on a un indice de stabilité de coordination, on voit que l'ouverture des nouveaux marchés fait tomber cet indice. L'équilibre est meilleur, mais il est moins plausible. Donc la spéculation est déstabilisante en ce sens-là. Évidemment, ça ne résout pas l'ensemble du problème, mais ça montre simplement que la discussion sur toute l'ouverture des nouveaux marchés devrait prendre en compte d'une dimension qu'elle n'a jamais prise en compte, qui est de l'effet de ces marchés sur on l'a bien vu pour les subprimes, simplement sur la compréhension du monde qu'avaient les gens. Ici, c'est sur une compréhension un peu plus subtile, mais ça doit évidemment être dans le... Bon, alors je vous enlève les équations. Et on arrive à ce que j'avais dit la dernière fois, donc qui nous fera 3 minutes, qui à nouveau commençait par cette photo de Keynes. Et ensuite, je vous ai parlé assez longuement du modèle keynésien simple, de la vision keynésienne, et de la révolution des cycles réels, dans lequel on n'avait plus une période, mais une infinité de périodes, dans lequel les agents n'avaient pas du revenu aujourd'hui, mais un revenu permanent.
ce qui tuait par définition le multiplicateur keynésien. Et j'avais essayé de vous démontrer comment fonctionnait un modèle de cycle réel. Étant donné que les modèles de la macroéconomie aujourd'hui sont plutôt des modèles de cycle réel ou des modèles de cycle réel améliorés, comme ce que j'ai appelé modèle néo-keynésien, dans lequel les agents ont des durées de vie très importantes, infinies, mais dans lequel les prix sont fixés par les entreprises en fonction de l'anticipation qu'elles ont de l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a une résolution endogène du problème de Walras, de fixation des prix, sont fixés par les entreprises, ce qui est une bonne idée par ailleurs. Et dans ces modèles néo-keynésiens, on retrouve la règle de Taylor, on retrouve avec cette fois l'output gap, comme tout à l'heure, mais pas comme tout à l'heure où je ne l'avais pas. Et on retrouve une série de phénomènes auxquels on donne le label keynésien, sans doute par extension du terme. Il y a un certain nombre de choses. Les prix ont une certaine rigidité, donc il y a un problème d'évolution d'une productivité avec la rigidité des prix, etc. Donc il se passe une série de choses, ça c'est un modèle moderne. Et j'avais simplement essayé de mettre en exergue, je ne sais pas si je l'ai mis réellement en exergue, que c'est de mettre en exergue que malgré tout, ces modèles ne nous renseignaient pas sur ce qui est devenu le grand problème aujourd'hui, c'est la connexion entre les marchés monétaires et les marchés financiers, dont nous a parlé Xavier Rago lors de l'exposé qu'il nous avait fait ici. Alors, je n'ai pas fait mes 50... je terminais sur mes 50 par vous rappeler... ce que j'avais fait à la première séance, en mettant l'accent sur le fait que cette crise était aussi une crise de la mondialisation, c'est-à-dire qu'elle était liée aux interactions entre les déséquilibres commerciaux, la nature des déséquilibres commerciaux suscités par la mondialisation, et la globalisation du système financier, qui avait des choses, en particulier... J'avais évoqué la phrase de Solow, lorsque des flux énormes de capitaux liquides coulent à travers le monde, il est possible qu'ils débordent de leur vase. Donc je terminerai un petit peu par et là j'avais quelques graphiques. J'avais les taux d'intérêt longs pour les bons du Trésor américain jusqu'en 2007, ce qui nous ouvrait sur cette question de financiarisation, de relations entre politique monétaire et financière, que je n'ai pas traité au fond, pour une raison assez simple, c'est que je ne sais pas la traiter au fond. Je suis à peu près dans les temps pour dire fin, tout en mentionnant ce que je vous annonce, en vous donnant ce que je vous ai promis. C'est-à-dire, fin juin, il y aura une conférence de International Network on Expectational Coordination qui aura lieu le 27, 28, 29 juin. Et les matinées, donc dans la suite de mon cours, sont ouvertes aux auditeurs du collège. Le matinée du 27 juin, donc ce sera dans cette salle, vous aurez, à chaque fois, il y aura 2 exposés d'un peu plus d'1 heure sur un des grand thème de ce réseau. L'un, c'est les problèmes d'expérience et d'anticipation, par Florent Wagner de Amsterdam. Mordecai Kurz, qui est professeur à Stanford, vous présentera sa théorie qu'il appelle rational belief, les croyances rationnelles. Le lendemain, alors ça aura lieu rue d'Ulm, Georges Evans présentera des choses sur l'apprentissage adaptatif ou l'apprentissage évolutif ou adaptatif en français. Et moi, je parlerai de l'apprentissage divinatoire, éductif. Et le dernier jour, il y aura un exposé sur les global games, les jeux globaux et la coordination. C'est une partie un segment de la littérature qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et Mike Woodford vous parlera, qui est un grand ponte de la politique de la théorie monétaire, vous parlera de la rational inattention et coordination. Pardon. Voilà. Alors, vous êtes bienvenus. Ce sera pas du tout de la descente. Je tiens à vous présenter, je tiens à vous prévenir. Ça ne prétend pas l'être, mais voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Mon petit carnet a circulé. Il est là, d'accord. Donc il est plein. Merci. Donc tous ceux qui m'ont mis leur mail sont d'accord pour que je leur écrive. Alors, j'essaierai de le faire de manière anonyme, c'est-à-dire de mettre ça dans quelque chose, mais des fois, j'y arrive pas. Alors, en quel cas, si vous avez une objection à ce que ce soit public, vous me le dites. Voilà, on va en rester là. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que
les côtes n'ont pas été trop rudes et que les descentes vous permettaient de vous reposer. Et pour ceux que je ne reverrai pas, je vous souhaite donc de bonnes vacances et si je ne vous vois pas d'ici là, à l'année prochaine.